Notre projet, ce qui est important quand on reçoit les personnes, c'est de les prendre là où elles sont aujourd'hui. C'est quoi leurs besoins aujourd'hui? Et puis ça peut être soit avec un émotionnel qui est très très fort, avec beaucoup de colère, d'incompréhension, ce sentiment d'injustice de pourquoi moi, la quête de sens autour de en fait j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, qu'est-ce que dans le passé, il y a beaucoup ces questions-là qui reviennent. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très émotionnel. Et puis après il y a aussi le côté qui peut arriver, c'est peut être très comportemental, si on peut dire ça comme ça, sur en fait il y a ces stratégies que j'ai mis en place pour gérer mes symptômes, mais je me rends compte que ça marche pas très bien, ou j'arrive pas vraiment à bien trouver un équilibre. Comment est-ce que je peux essayer d'ajuster ou faire différemment? Donc là, on est sur d'autres outils. Disons, il y a la palette plus émotionnelle, puis il y a peut-être quelque chose de plus comportemental. Il y a aussi tout ce qui est prendre conscience des pensées, de comprendre le lien entre pensée, émotion, comportement, comment est-ce que ça s'articule, puis comment est-ce qu'on peut aussi développer, par exemple, des pensées alternatives. Si j'ai des pensées très négatives qui viennent, là, du coup, comment est-ce que je pourrais penser différemment? Hello Tiffany, hello Chloé. Alors vous êtes les toutes premières témoignantes aujourd'hui du podcast Les Invisibles dans un format tout nouveau qui est un format filmé, donc en images. Merci d'avoir accepté le challenge. Vos chemins se sont croisés lors de votre formation en psychologie de la santé à Lausanne. Vous êtes toutes deux titulaires d'un master dans ce domaine et êtes aujourd'hui psychologue et fondatrice du projet Psychosanté, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Ouais, exactement. Alors, je vais commencer avec ma question habituelle. C'est comment allez-vous aujourd'hui? Donc, je vais commencer par toi, Chloé. Comment tu vas aujourd'hui à cet instant? Un petit peu fatiguée, mais aussi un peu stressée de ce format, mais très contente d'être là. Et toi, Tiffany, comment tu vas aujourd'hui? Moi, ça va bien, merci. Aussi un peu stressée, mais je suis très contente d'être là avec vous pour partager ce moment-là. Et toi, Tamara, comment tu vas? Un peu dur aujourd'hui. 4 heures de sommeil avec la petite, des symptômes digestifs bien intenses depuis quelques jours, neurologiques aussi. Mais comme vous, je suis hyper heureuse d'être là avec vous et de démarrer vraiment cette nouvelle aventure entourée de vos deux belles personnes. Donc, j'ai décidé de démarrer vraiment dans le vif du sujet, de ne pas trop tourner autour du pot. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de cette manière-là. Et je ne sais pas si vous êtes prêtes à ça. C'est peut-être la première question à vous poser. On verra, on essaie. Ouais, écoute, on va y aller comme ça. Alors, c'est vrai qu'on se rend compte que l'impact psychologique qu'ont les maladies chroniques, souvent, qui sont plutôt dites physiques, physiologiques, est très souvent sous-évalué. Est-ce que vous pourrez expliquer cela? C'est vrai que on arrive aussi effectivement, comme tu dis, dans le vif du sujet, étant donné que la santé mentale et l'impact psychologique est de toute façon tabou et compliqué pour tout le monde. C'est vrai que c'est souvent aussi ce qu'on voit dans beaucoup de maladies, dans beaucoup de difficultés, disons, physiques, c'est qu'on va beaucoup s'attarder sur la difficulté en soi. On va regarder avec une loupe très précisément ce qui se passe au niveau physique, mais on va très peu considérer tout ce qui se passe autour, parce que finalement, c'est aussi beaucoup comme ça qu'a été fait la société, c'est qu'on est beaucoup spécialisé dans un domaine, mais on va très peu considérer tout ce qui se passe autour, notamment les aspects psychologiques. Je dirais aussi d'autant plus que c'est un sujet qui est tabou, qui est pas toujours facile à évoquer, bien que maintenant la santé mentale devient aussi quelque chose de plus abordable pour tout le monde. Donc ça serait mon point de vue. Je sais pas si Chloé, tu veux compléter. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense aussi qu'il y a peut-être un effet en fait, les symptômes physiques, quand ils sont vraiment là, ça prend la place, puis on a moins l'espace pour pouvoir en fait accéder au psychologique, l'émotionnel et tout ça, ça rentre un peu en deuxième plan. Puis je pense qu'il y a la prise en charge médicale qui est la première. Nous, c'est un petit peu ce qu'on promeut dans notre projet, c'est qu'on trouve que ça devrait aller plus de pair en fait dès le départ. Mais souvent, on s'occupe d'abord des symptômes physiques parce que c'est ce qui prend aussi le plus de place et le plus d'énergie. Et c'est souvent, on voit aussi le moment où les symptômes peut-être physiques retombent, où il y a peut-être une forme de stabilisation, que du coup l'émotionnel et le psychologique refait un peu surface comme ça, et qu'on l'avait un petit peu laissé de côté parce qu'en fait, il y avait d'autres choses qu'il fallait s'occuper qui étaient un peu plus urgentes.
Donc en fait, est-ce qu'en en tombant malade, même si ça semble de base que physique, je sais pas, on prend l'exemple des douleurs dans le corps chroniques, est-ce qu'un des premiers réflexes serait de demander un accompagnement aussi sur le plan émotionnel? Je vous pose la question parce que j'avais moi-même arrêté mon suivi psychologique après des années quand je suis tombée malade. Et en fait, mon médecin généraliste m'a directement recommandé de reprendre contact avec ma thérapeute lorsque je suis tombée malade. Et est-ce que c'était du coup le bon réflexe à adopter à ce moment-là? On en a parlé encore hier. C'est vrai que on sait que la maladie, la douleur, un accident de santé de façon générale, un bouleversement de vie de façon générale, que ça soit un enfant aussi, peu importe, un événement qui vient chambouler notre quotidien, va amener tout un chamboulement sur tous nos pans de vie, que ça soit au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau du travail. Donc il y a ce déséquilibre qui peut se créer. Donc effectivement, ça peut amener des difficultés psychologiques, mais on en parlait encore hier. C'est important aussi de dire que c'est pas le cas pour tout le monde. Certaines personnes vont pouvoir bien accepter tel ou tel événement, une autre personne pas. C'est très individuel. C'est vrai que c'est un schéma qui est assez qui est assez important dans le sens où l'annonce, on en parlait encore aussi hier, l'annonce du diagnostic est souvent assez confrontant pour une personne. On sait que ça va amener beaucoup de bouleversements dans la vie de la personne et justement sur ces différents pans-là de la vie. Donc je pense que c'est un bon réflexe, et puis à mon avis ça doit aussi être une porte qui doit s'ouvrir pour la personne qui est confrontée à une annonce comme celle-ci. À la personne après aussi de choisir si elle a envie de prendre cette porte directement, ou peut-être d'attendre, ou décider peut-être voilà, plus tard, ou sur le moment si elle en a besoin. Tout dépend aussi peut-être des ressources qu'on a sur le moment même. C'est vrai que si on accumule des facteurs aussi plus difficiles ou des événements plus difficiles, c'est vrai qu'on peut avoir une probabilité plus élevée après d'avoir des difficultés, mais c'est pas dit. C'est vrai que tu parlais de l'annonce du diagnostic, qui est quand même un coup de massue très fréquemment, mais il y a aussi toute la période, si elle existe, pas pour tous, mais qui est de l'errance médicale. Vu que vous parlez de santé mentale, moi j'ai vraiment ce souvenir, j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est que j'ai été diagnostiquée au bout de 2 mois d'une maladie rare, ce qui est hyper peu fréquent pour cette maladie-là. Mais je me souviens l'état de ma santé mentale pendant cette période qui était vraiment complètement détérioré. Jamais eu autant d'angoisse, d'envie de mourir, des idées suicidaires, des idées noires. Donc je trouve intéressant, il y a le diagnostic qui est souvent dur à avaler et sur lequel il faut travailler, et il y a aussi toute cette période d'errance médicale qui parfois prend des années, et voire il y a des personnes qui n'ont jamais été diagnostiquées. Oui, tout à fait. Puis nous, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait mettre en avant, en fait. Enfin, cette période d'errance médicale, c'est un petit peu ce que je disais avant, les symptômes sont tellement prégnants, et en fait, ça prend aussi énormément d'énergie de devoir. Souvent, faut soi-même solliciter les professionnels, il faut même se battre des fois pour pouvoir un peu faire valoir. En fait, non, c'est pas ça que j'ai. Enfin, j'ai vraiment autre chose. Donc, c'est une période qui peut être extrêmement compliquée. Et malheureusement, l'émotionnel, souvent là, il est extrêmement présent. Et nous, on aimerait pouvoir accompagner déjà dans ce moment-là. Donc, avant ce que tu disais, le réflexe de ton médecin, de pouvoir déjà, dès ce moment-là, encourager à avoir un soutien psychologique, c'est extrêmement important. On sait que la maladie, le moment du diagnostic, ça crée un moment de rupture, comme ça. Des fois, c'est déjà le moment des symptômes, ça crée une rupture dans le fil de la vie. Et puis, le plus on peut accompagner pour renégocier, pour réajuster, on sait qu'on évite aussi quelque part plus tard qu'il y a un risque, en fait, on tombe dans quelque chose de vraiment diagnosticable au niveau dépressif ou trouble anxieux. Donc l'idée, c'est vraiment dès le plus en amont, si on veut pouvoir aussi déjà accompagner là, quoi. Et donc vous avez créé un projet qui s'appelle Psychosanté. Concrètement, c'est quoi? Alors si on veut le résumer très facilement, disons, on aimerait proposer un accompagnement pour les personnes touchées dans leur santé. On a beaucoup discuté aussi de ce projet aussi. Qu'est-ce qu'on aimerait y mettre finalement? Peut-être revenir aussi à la base même de notre formation. Donc la psychologie de la santé, c'est notamment la prévention des maladies et promotion de la santé. Donc l'idée d'agir en amont des difficultés ou des complications, notamment liées à une maladie. Et un deuxième champ aussi important de la psychologie de la santé, c'est l'accompagnement des personnes malades chroniques. Chose qui nous parle beaucoup, et c'est aussi comme ça en fait qu'on a été amené à créer ce projet. C'est qu'on remarquait qu'il y avait vraiment un manque de ce côté-là. C'est que on est très habilité à pouvoir suivre les personnes malades chroniques
comme je le disais avant, avec des spécialisations très précises. En revanche, au niveau psychologique, c'est un aspect qui est, à notre sens, on trouvait qu'il était vraiment mis de côté. Donc notre but, c'était vraiment de pouvoir proposer un accompagnement dans ce sens-là, que ça soit maladie chronique, mais que ça soit aussi maladie aiguë. On parlait avant d'accident, ça peut être un accident vasculaire cérébral, ça peut être un événement de vie tout simplement, ça peut être une annonce de diagnostic. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément qu'un moment précis, c'est dans la vie, on a de toute façon des événements de vie et de santé qui nous arrivent et sur lesquels on aurait potentiellement besoin d'aide. Ouais, c'était vraiment ça qui nous a réunis. On se rendait compte que, en fait, il y avait vraiment un gap au niveau de l'accompagnement psychologique par rapport aux problèmes somatiques, que ce soit une maladie, que ce soit un accident comme ça ponctuel, et puis que souvent ça arrivait après, et en fait un peu trop tard. Et du coup, c'est vraiment ça qui nous a réunis. On s'est dit, en fait, il faut qu'on monte quelque chose autour de ça. On avait aussi envie de se rapprocher de la clinique. Et Psychosanté, ça a été pensé comme un projet. Donc c'est vraiment, on n'est pas juste une consultation, on veut aussi que ce soit évolutif, on veut pouvoir créer des collaborations, on veut pouvoir s'associer à d'autres professionnels. L'idée, c'est pas de prendre un espace qui existe déjà, c'est vraiment essayer de co-construire avec le réseau de soins et ce qui est déjà existant, et pas venir remplacer des prestations qui se font déjà. Enfin, c'est vraiment pouvoir ajouter quelque chose là où on voit que ça fait sens et que c'est pertinent. Peut-être dire aussi que à la base même du projet, on a voulu construire ça avec tant les professionnels de la santé, comme tu dis, mais aussi avec les personnes concernées. Je pense aussi, de par notre expérience, de faire quelque chose totalement éloigné du terrain, ça nous parle pas du tout, mais par contre, offrir quelque chose qui est adéquat et adapté en fait aux personnes qui seront en face de nous, pour nous c'était vraiment très important. Donc la base même du projet, on a créé en fait un groupe pour réfléchir sur le projet. Est-ce que ça vous parle? Bêtement aussi, l'identité visuelle a été pensée avec des personnes concernées et des professionnels de la santé pour vraiment pouvoir coller à cette réalité-là et pas être totalement déconnecté dès le départ. Moi, j'avais envie de vous poser la question parce que vous parlez justement de ce côté quelque part un peu parallèle entre la santé physique, la santé mentale. On ne sait pas toujours qui, quoi, comment, hein, c'est un peu intriqué tout ça. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de ces patients qui vont voir des spécialistes ou des généralistes et à qui on dit c'est dans votre tête ou c'est purement psychologique, c'est vous stressez trop, allez vous reposer, les symptômes physiques partiront. C'est quoi votre point de vue là autour ? Disons que après nous, on se substitue pas à l'évaluation médicale. Enfin, vraiment, c'est important que les personnes aient une évaluation médicale et un suivi médical. Nous, ce qu'on voit par rapport à la prise en charge psychologique, c'est souvent en fait toutes ces étapes que tu décris. Il y a besoin d'un lieu pour pouvoir les déposer et pour pouvoir être entendu et en fait être face à un professionnel qui vous dit bah oui, en fait, enfin, je comprends que c'est compliqué et en fait c'est difficile d'être face à des professionnels qui nous entendent pas. Et donc nous, je dirais en tout cas, moi j'ai le sentiment qu'on se positionne plutôt comme ça par rapport à ces questions-là. C'est qu'en fait, on veut offrir l'espace pour que les personnes puissent se sentir entendues dans ce qu'elles vivent. Et on sait que surtout dans l'errance médicale, pour certains, c'est un très très long combat. Et vraiment, on peut parler de combat parce que c'est faire voir en fait que non, ce que vous me dites en face, c'est pas ce que je ressens. Donc ça joue pas, il y a un décalage. Enfin, ça peut être extrêmement frustrant et très compliqué. Ce qui est aussi notamment difficile, c'est qu'il y a ce combat, ou en tout cas composé avec cette nouvelle vie, avec les symptômes, la maladie. Ensuite, il y a celle d'être reconnu par les professionnels, l'entourage, les conjoints. Enfin, il y a vraiment cette reconnaissance quelque part, elle est quand même essentielle. Parce qu'il y a quand même encore cette croyance que beaucoup de personnes inventent des symptômes, inventent des ressentis. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il y a quand même cette croyance qui est encore très ancrée. Vous saurez l'expliquer ? Je pense qu'il y a aussi beaucoup le fait que c'est plus facile d'attribuer une cause une cause psychologique. Finalement, ça permet aussi à la personne de prendre la distance, je dis à la personne qui annonce. Ça permet de se dédouaner, entre guillemets, aussi un petit peu de cette errance, je pense. Après, c'est vrai que malheureusement, il y a encore des professionnels de la santé qui ne sont pas encourageants et encourageantes dans ces démarches-là. Nous, on espère que ça évolue et je pense que c'est aussi le but de ce projet-là, c'est de pouvoir ouvrir la porte sur cette question-là, sur la question des maladies invisibles aussi.
Et comme le dit Claude, pouvoir offrir ce soutien tout simplement à ce moment-là, parce que chacun a sa spécialité, chacun a son domaine d'expertise. Et je pense que c'est important vraiment de mettre ça au cœur de la thématique. Comme tu le dis, l'errance médicale peut durer 2 mois, comme elle peut durer aussi des années. Chloé parlait avant des phases de la maladie. L'errance médicale fait partie de la première, qui s'appelle l'état de crise finalement, qui est le moment du diagnostic, mais tout ce qui se passe aussi avant, qui peut être extrêmement difficile, tant pour les professionnels de la santé, parce que gérer l'incertitude, c'est de loin pas facile pour un professionnel qui est dans son expertise, que finalement la personne qui est concernée. Gérer l'incertitude, on est très mauvais et mauvaise pour gérer l'incertitude finalement. C'est compliqué pour nous de gérer l'incertitude, que ça soit au niveau de la santé, mais dans à nouveau tous les domaines de la vie. Donc je pense que c'est important aussi de pouvoir amener, et je pense que c'est ce qu'on aimerait aussi faire à travers ce projet, c'est travailler sur les ressources de la personne, recréer un sort d'équilibre dans ce tourment d'émotions, dans ce tournant d'événements aussi qui arrive, notamment dans le cas de l'errance médicale. T'évoques l'incertitude que peuvent avoir par exemple les professionnels, et du coup le fait d'un peu se dédouaner en posant peut-être un diagnostic entre guillemets, mais en disant que la personne est peut-être un peu stressée ou comme ça. Moi je me suis souvent posé la question si c'était pas un peu psychophobe aussi quelque part, parce que si le professionnel il dit je pense que vous avez des douleurs parce que vous faites de l'anxiété, vous êtes anxieux, et quelque part il faut quand même accompagner la personne dans cette anxiété. Il y a quelque chose où, comme si tout d'un coup le fait de pouvoir dire ça, c'est comme s'il n'y avait pas besoin d'une prise en charge. Mais cette prise en charge, elle est essentielle, que ce soit psychologique, physique. Vous en pensez quoi ? Nous on voit surtout dans le domaine dans le champ de psychologie de la santé, c'est vraiment l'idée de pouvoir prendre conscience que notre état émotionnel, parfois certains comportements, nos pensées, vont avoir une influence sur la maladie. On va pas changer les marqueurs biologiques, on va pas changer les symptômes, mais ça va changer la manière dont on vit la maladie. Donc on sait qu'on peut avoir un impact là-dessus. Après, en Suisse, le courant de la psychologie de la santé, c'est pas encore très connu, et il n'y a pas encore trop la place pour les psychologues de la santé en Suisse, en tout cas en Suisse romande. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire valoir. Mais c'est sûr que c'est pas, de dire qu'en fait l'anxiété est liée au stress, ou qu'il y a des liens avec les aspects biologiques, c'est pas pour autant qu'il faut en effet ne pas s'en occuper. On peut faire quelque chose sur ça, donc c'est important de pouvoir accompagner la personne. Ouais. Et je pense qu'il y a une grande stigmatisation aussi, c'est pas facile de dire à quelqu'un mais tu devrais aller voir un psy. Et surtout aussi en fonction de la culture dans laquelle on a évolué, de l'éducation qu'on a eue, c'est pas forcément facile d'accepter et de reconnaître « Ah, en fait, j'aurais besoin d'aide ». Je pense que c'est souvent associé malheureusement à de la faiblesse en disant « Ah, mais va te faire aider », alors qu'au contraire, je pense que c'est aussi ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est que demander de l'aide, c'est une ressource. C'est important durant toute sa vie, au travail, c'est important de demander de l'aide, c'est une force de réussir à demander de l'aide. Donc, à nouveau, demander une aide psychologique, c'est aussi une force dans un certain sens. Et à mon avis, ce pourquoi, quand on met la cause sur l'anxiété, sur le stress, c'est pas forcément facile, tant pour les professionnels de la santé que entre amis, entre proches. C'est pas forcément facile de confronter la personne en lui disant « Ah, peut-être que tu devrais envisager une psychothérapie ou d'aller voir tout simplement une psychologue pour un accompagnement psy, pour éviter justement les complications dans les situations actuelles. Ouais, c'est vraiment important de déconstruire cette question de la consultation psychologique. Pour l'anecdote, moi je me souviens, à l'époque je travaillais en foyer pour adolescents, et puis un jour, je sais plus, une personne de l'équipe dans un colloque, ou peut-être la directrice, me demande si je peux faire un remplacement un certain jour, et puis je dis non, je peux pas, en fait, je vois ma psy. Et j'ai vraiment senti l'assemblée qui ne disait plus rien. Et puis plus tard, quelqu'un qui est venu vers moi et qui me disait « Ah, mais tu vois quelqu'un ?» Et alors qu'en plus, on était dans le domaine du social. Et j'étais là « Bah oui, je vois ma psy. » Enfin, pour moi, en fait, ça paraît complètement logique. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Tiffany, il y a vraiment beaucoup de personnes qui voient ça encore comme une sorte de faiblesse. Et justement, à se dire, non, mais moi, je suis le gars fort, je suis la personne forte. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi dans ce que tu relèves. C'est la force, c'est d'aller oser demander de l'aide. C'est dire, mais en fait, là, je suis dans un état où j'ai besoin de quelqu'un pour être accompagnée. Et puis, moi, des fois, je le vois même, alors ça peut être critiqué, mais presque comme une hygiène de vie.
On pourrait ne même pas avoir tant de problèmes que ça et simplement aller pouvoir se déposer, travailler sur soi. Ça reste aussi une force toute une vie, quelque part. Non, et puis je suis tout à fait d'accord avec toi. La maladie chronique ou l'événement de santé, c'est entre guillemets presque une excuse, mais je suis amplement d'accord qu'on a toutes et tous à un moment donné besoin, quitte à ce que ce soit même toute la vie et que ça soit à nouveau dans la famille, dans le travail, on a peut-être un collègue, une situation qui nous stresse, qui nous embête. Au niveau du couple, il y a parfois des ajustements aussi à faire. Si on a des enfants, ça mène aussi tout plein de bouleversements aussi. Donc, je suis amplement d'accord avec toi que c'est une véritable ressource. Et aussi peut-être comprendre que au-delà du fait d'aller voir un psy, d'en parler à ses proches, c'est vraiment d'avoir un regard externe sur sa propre situation. C'est vraiment avoir une autre paire de lunettes sur sa propre situation. Souvent, on peut nous dire « Oui, mais je suis assez entourée, j'ai des parents, j'ai des enfants, j'ai des amis qui m'aiment, qui me soutiennent. » Mais en fait, d'apporter quelqu'un d'autre qui est vraiment extérieur, qui ne connaît rien à sa propre situation, ça nous aide vraiment à comprendre nous-mêmes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Parfois, peut-être des événements sont oubliés ou sont mis de côté et qui peuvent en réalité impacter grandement notre vie. Donc, je pense que c'est important aussi de noter ça. Et tu le dis bien, effectivement, la maladie chronique ou un autre événement de santé, ça peut déclencher effectivement des difficultés psychologiques. Cela dit, n'importe quoi d'autre. Je pense que c'est important de dire que c'est un peu le principe de base qu'on voit aussi en psychologie, c'est que une situation pour toi va te stresser, pour Chloé va pas du tout la stresser, et c'est totalement ok. L'inverse peut se passer pour une autre situation, et je pense que c'est vraiment important aussi de souligner cet aspect-là, c'est que chacune réagit à sa façon à chaque situation de vie. Et donc vous avez une approche qui s'appelle biopsychosociale. Qu'est-ce que ça signifie concrètement et en quoi elle diffère des approches traditionnelles de la santé mentale ? Alors le modèle biopsychosocial, d'où son nom, implique de prendre en compte les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux dans la maladie. Et puis en fait, on a conscience que c'est des facteurs qui interagissent ensemble et qui vont s'influencer les uns les autres en fait. Et de considérer uniquement les facteurs biologiques, donc uniquement le médical, bien sûr c'est important, mais de travailler en silo, en fait, on voit que c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour les patients. Et souvent, ils ont besoin de cette approche un peu holistique, où on peut en fait travailler en même temps, prendre en charge le biologique, et puis ensuite considérer aussi le psychologique et le social. Ça forme un tout en fait. On n'est pas des êtres fragmentés, on est des êtres entiers avec toutes ces différentes choses en fait qui entrent en résonance les unes les autres. Est-ce que tu pourrais donner un cas concret, par exemple une personne qui a une maladie, comment tu prends en compte tous ces aspects-là en fait? Ouais, alors dans la maladie, par exemple une personne chez son médecin, il va lui dire vous avez tel symptôme, en gros faites ci, faites ça. Sauf que le médecin, enfin aussi dans notre système de soins aujourd'hui, qui est surchargé, disons-le, n'a pas forcément le temps pour suivre la personne, pour dire voilà, là en fait dans cette situation, vous pouvez adapter comme ci, parce que bien sûr la situation idéale où en fait ce symptôme se présente comme ça et on fait ça, peut-être qu'on n'est pas dans le bon lieu, on peut le faire, on n'est pas dans le meilleur état d'esprit, en fait on se sent pas super bien, ou il y a des gens autour de nous, enfin peu importe. Mais du coup, ce que nous on peut amener, c'est en fait là il y a ce symptôme. Et puis au niveau psychologique, on voit qu'on a ces pensées-là qui arrivent, on a cet émotionnel-là qui est là. Comment est-ce que ça va influencer peut-être les comportements qu'on va mettre en place pour répondre à ce symptôme ou les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place. Donc c'est aussi déjà de pouvoir prendre conscience qu'il y a tout ça en fait qui est là. Et puis par exemple, ce symptôme vient en fait, si on porte attention, on peut se rendre compte que j'ai ces pensées hyper négatives qui arrivent ou j'ai des sentiments de tristesse ou de colère peut-être. Comment est-ce qu'on peut du coup prendre conscience de ça et puis travailler sur ça pour essayer de changer quelque chose et pour permettre en fait la meilleure gestion possible en quelque part des symptômes, ou en tout cas qui correspond à la personne. Le médical va amener la solution aux symptômes. L'idée c'est de pouvoir aussi co-construire avec la personne et par rapport à ses ressources, où elle vit, son environnement, son soutien social, tout ça qui forme un tout, et puis de pouvoir qu'elle puisse l'aider à s'adapter au mieux à la maladie. Et au niveau social du coup ? Le niveau social, c'est assez large. Ça peut être l'environnement, mais ça peut aussi être le soutien social, les personnes qui nous entourent. Si on vit dans une maison avec un jardin, c'est pas la même chose que si on vit dans un petit appartement avec 6 personnes. Donc ça va aussi influencer les symptômes, la manière dont on les vit, par exemple. Et peut-être dire que ça peut influencer de façon positive comme de façon négative.
Niveau social, comme tu dis, avoir un jardin, ça sera peut-être une ressource pour la personne. Au contraire, vivre dans un tout petit appartement où on n'a pas de fenêtre, ou vivre avec un collègue qui est très anxiogène au travail, ça peut influencer en tout cas négativement sur nos aspects, tant sur nos pensées, donc vraiment plus sur les aspects psychologiques, que sur nos émotions, que ce qu'on va pouvoir ramener aussi à la maison finalement. Je pense que c'est important de noter que ça va dans les deux sens. Ça peut être des ressources, mais ça peut être aussi des freins. Du coup, c'est vrai qu'il y a aussi la question économique. Par exemple, je pense au fait qu'on peut avoir un traitement médicamenteux qui nous aide, mais on a besoin d'autres traitements à côté, par exemple de massage, de kinésiologie, je sais pas, d'autres soins qui en fait ne sont pas forcément remboursés. Ou donc tout ça, ça peut aussi renforcer l'aspect un peu ankylosé de la maladie, des douleurs, des symptômes. Donc il y a peut-être cet aspect-là aussi. Donc le social est lié aussi à l'économie, enfin toutes ces choses. Ouais, tout à fait, ouais. Et selon votre expérience, quels sont les principaux défis émotionnels auxquels sont confrontées les personnes malades chroniques? Peut-être Tiffany, tu peux répondre à cette question. Volontiers, oui. Je pense que tu le sais aussi bien, la palette des émotions par lesquelles on peut passer quand on fait face à une maladie chronique ou tout autre événement de santé, la palette est très large finalement. On peut passer de la colère à la frustration, à des moments de rage aussi intenses, comme tu disais, pendant la phase d'errance médicale, aussi à l'annonce du diagnostic. C'est aussi souvent ce qu'on voit, hein, les étapes de la maladie sont telles qu'on passe vraiment par une montagne russe émotionnelle. Par rapport au diagnostic, je trouve aussi important de noter que le diagnostic peut être tant un soulagement pour certaines personnes que finalement vraiment une tornade qui nous tombe sur la tête. À nouveau, la situation est évaluée différemment entre chaque personne, mais je pense que c'est important aussi de le dire, que ça peut être un soulagement comme ça peut être aussi quelque chose de terrible aussi pour la personne qui lui arrive. Donc ça peut être des émotions négatives, mais ça peut aussi être des émotions positives finalement. C'est une sorte de... C'est important de noter aussi qu'il y a une crise identitaire qui peut arriver face à la maladie. C'est que finalement, en fonction de la maladie, aussi typiquement pour les maladies dermatologiques, pour les maladies type plutôt oncologiques, amène toute une réappropriation de soi, peut-être des changements aussi corporels assez qui soient visibles ou invisibles aussi. Donc ça peut faire partie de ces émotions qui sont, cela dit, pas faciles à gérer. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Et puis il peut vraiment y avoir de l'ambivalence aussi avec le diagnostic. Moi je me souviens le soulagement que c'était d'avoir enfin un nom sur ce que je vivais et qui était horrible, et en même temps quelque part ça a figé quelque chose, ça a figé le fait que tout d'un coup je devenais malade, et donc il y a eu les deux. Donc c'est pas forcément... je trouve que c'est assez ambivalent en fait. Pareil, en fonction des symptômes, tout d'un coup, on peut se sentir pousser des ailes parce que, je sais pas, les symptômes sont à 2 sur 10 pendant une semaine. On se dit c'est bon, ça commence à donner le tour, ça va partir. Et puis droit derrière, on se tape 10 jours à 10 sur 10 de symptômes, puis c'est de nouveau l'enfer. Et puis du coup, la santé mentale, elle en prend un coup aussi. Donc il y a aussi ce côté très ambivalent et très, comme tu disais, en montagne russe. Et je trouve que la stabilité, elle n'est pas évidente à trouver quand on parcourt avec ces diagnostics-là. Peut-être, Chloé, tu pourrais succinctement nous expliquer comment vous aidez dans votre projet les personnes à traverser avec ces émotions-là. Est-ce que vous avez des outils spécifiques ? Après, on adapte beaucoup selon où la personne en est dans la maladie, parce qu'on sait qu'il y a, comme on en a déjà un peu discuté, il y a différentes phases. Il y a la phase d'errance médicale, il y a la phase de moment du diagnostic, puis il y a la phase de, en fait, je suis en train d'essayer de m'adapter à ce qui se passe, avec tous les chamboulements que ça peut amener. C'est très, et puis selon les maladies, en fait, ça peut aussi beaucoup varier. Nous, dans notre projet, ce qui est important quand on reçoit les personnes, c'est de les prendre là où elles sont aujourd'hui. C'est quoi leurs besoins aujourd'hui? Et puis, ça peut être, soit avec un émotionnel qui est très très fort, avec beaucoup de colère, d'incompréhension, ce sentiment d'injustice de pourquoi moi, la quête de sens autour de, en fait, j'aimerais comprendre, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, qu'est-ce que dans le passé, il y a beaucoup ces questions-là qui reviennent. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de très émotionnel. Et puis après, il y a aussi le côté qui peut arriver, c'est peut être très comportemental, si on peut dire ça comme ça, sur, en fait, il y a ces stratégies que j'ai mis en place pour gérer mes symptômes, mais je me rends compte que ça marche pas très bien, ou j'arrive pas vraiment à bien trouver un équilibre. Comment est-ce que je peux
essayer d'ajuster ou faire différemment. Donc là, on est sur d'autres outils. Disons, il y a la palette plus émotionnelle, puis il y a peut-être quelque chose de plus comportemental. Il y a aussi tout ce qui est prendre conscience des pensées, enfin, de comprendre le lien entre pensée, émotion, comportement, comment est-ce que ça s'articule, puis comment est-ce qu'on peut aussi développer, par exemple, des pensées alternatives. Si j'ai des pensées très négatives qui viennent, ok, ben là, du coup, comment est-ce que je pourrais penser différemment? Puis après, il y a toutes les techniques aussi psychocorporelles, la relaxation, la méditation, où là on peut aussi accompagner. C'est intéressant parce que ça apaise aussi beaucoup l'émotionnel, mais ça permet aussi une reconnexion au corps. Et puis ça, c'est aussi intéressant, comme disait Tiffany, toute la question identitaire et aussi les changements que ça peut amener au niveau de son corps. C'est aussi des outils intéressants pour ça. Donc on a une palette assez large pour piocher. J'aime bien l'idée de pensée alternative. Est-ce que tu aurais un petit exemple, par exemple, si je te dis que je rumine avec le fait que j'envie les autres de mon âge de vivre la vie qu'ils mènent et de moi me sentir très en décalage, à me coucher à 20h, à devoir, dès que je fais un petit excès de quoi que ce soit, hein, qui est un mini-excès, par exemple, je me coucher à 21h30, eh ben, je vais vraiment galérer les jours d'après, ça va être dur sur tous les pans de ma vie. Comment je peux imaginer avoir une pensée alternative au fait d'envier les autres, de me sentir impuissante et peut-être faible aussi, ou que je sers à rien, que je suis inutile à la société? Ça pourrait être quoi? Alors des fois, ça peut être, par exemple, de s'imaginer à la place de quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui on tient, et puis que cette personne, en fait, nous disait quelque chose par rapport à toutes ses pensées. Qu'est-ce que cette personne nous dirait? Ou à l'inverse, qu'est-ce que nous, on aimerait lui dire si on voyait une personne, qui est nous, hein, mais dans cette situation? On lui dirait pas, t'es nul, tu sers à rien dans la société. Au contraire, on lui dirait, bah non, si tu traverses une phase compliquée, sois douce avec toi-même. Et puis en fait, c'est aussi de prendre conscience que on est parfois très dur avec soi. Et puis qu'en fait, juste de prendre une perspective autre, ça peut aussi nous faire voir, en fait, il y a d'autres manières de penser. Et je peux avoir ces autres pensées-là. C'est un exemple. Ouais, donc c'est vraiment pouvoir se juger, entre guillemets, mais d'un regard bienveillant. Dézoomer un peu comme ça. Et puis pouvoir imaginer qu'en fait, il y a d'autres perspectives que la nôtre sur nous-mêmes. Mais du coup, ça me fait rebondir sur, Tiffany, peut-être tu pourrais répondre à cette question. En quoi les proches sont essentiels dans le processus d'accompagnement des personnes malades chroniques et comment tu les intègres dans tes consultations? Tout à fait, ouais. Je pense qu'on retombe un petit peu sur ce qu'on disait aussi avant, c'est que important de noter que les proches, et c'est dynamique, la relation aux proches, elle peut être positive comme négative. On voit bien aussi que si des proches sont par exemple anxieux ou stressés sur nous ou prennent trop d'ampleur sur notre vie, qu'on soit malade ou non d'ailleurs, hein, mais peut avoir un impact négatif ou au contraire. Ça peut ressembler à quoi des proches qui sont anxieux sur notre état ou stressés sur notre état? Là, ce qui me vient en tête, c'est typiquement le cas de parents, donc c'est très spécifique, hein, mais typiquement le cas de parents diabétiques qui seraient trop engagés dans la relation à leur enfant, par exemple. Leur enfant qui est adolescent, qui sait se prendre en charge avec sa maladie, pourrait trop envahir l'espace de l'adolescent. Ça peut être le cas aussi de personnes plus âgées. Mes parents qui sont trop engagés pour ma propre santé, qui se soucient trop, qui sont anxieux, qui me demandent trop comment je vais et finalement c'est très anxiogène, ça peut avoir aussi un impact négatif. Au contraire, ça peut être des proches qui sont bienveillants. Et je pense que c'est important aussi de noter que le projet Psychosanté, il vise aussi à accompagner les proches, dans le sens où les proches peuvent vraiment être une ressource. Relationner avec les proches, c'est pas forcément facile, tant pour la personne malade que pour les proches finalement, d'accepter que la personne a des difficultés, que la personne a des modifications vraiment dans sa situation de vie, qui fait que non, elle est plus forcément comme avant. Elle a tout un autre panel de ressources aussi qu'elle a à disposition, et la relation à l'autre change aussi. Tant pour soi que pour les autres. Je pense que c'est vraiment important de le souligner aussi. Et quels conseils tu donnerais à des proches, typiquement, pour accompagner plus émotionnellement? Alors évidemment, c'est pas leur rôle, mais comment ils peuvent être aussi un soutien quand, par exemple, un enfant tombe malade, un parent ou un conjoint? Est-ce qu'il y aurait un peu un outil, pas magique, mais voilà, qui pourrait les aider? Tout à fait, ouais. Je pense que c'est vraiment être à l'écoute de la personne qui est en face de nous. Étant donné que les situations changent énormément en fonction des personnes, je pense que c'est vraiment être au plus proche des ressentis de la personne. De pouvoir considérer que moi j'ai peut-être mes anxiétés par rapport à la personne. Un exemple, la personne a un cancer, je suis peut-être très stressée pour ma fille qui a un cancer ou pour mon conjoint qui a un cancer, mais ces émotions me sont propres.
lui ou elle a ses propres aussi émotions, a ses propres ressentis, a son histoire de vie aussi, son histoire de maladie qui est là et qu'il faut prendre en considération. Je pense que c'est très important de dissocier vraiment ces deux émotions, de communiquer, je pense que c'est vraiment la base. Et ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on peut travailler, tant pour la personne concernée que pour les proches, d'avoir une communication bienveillante, d'être à l'écoute, de justement pas trop envahir l'espace. Je pense que c'est un des conseils, je dirais, principaux, c'est la communication qui est vraiment clé pour ce genre de relation-là. Quelque part, j'ai aussi le sentiment que c'est important pour les proches d'être à l'écoute, mais c'est aussi d'être à l'écoute de eux-mêmes, parce que eux aussi vivent ce chamboulement quelque part en lien avec la personne. Donc quelque part, elles aussi, elles doivent avoir un espace pour pouvoir déposer ce qui se passe. Tout à fait, oui. Et puis il y a effectivement l'enjeu des proches aidants aussi, et puis de faire attention à leur propre santé. On dit souvent que pour aider, il faut être bien soi-même. Donc je pense que c'est un bon conseil aussi à se dire que trop s'investir, c'est peut-être bien pour sa propre conscience, mais il faut faire attention que si je donne beaucoup, c'est vrai que j'ai plus rien pour moi en fait. Donc toujours penser aussi à soi avant de pouvoir donner à l'autre. Ouais, cet équilibre-là. Et du coup, vous avez créé des groupes d'échange pour les personnes qui vivent avec le Covid long. Et je me posais la question spécifiquement, qu'est-ce que le Covid long avait amené aux maladies chroniques ? Beaucoup de choses, je pense. Surtout que c'est intéressant parce que le Covid long se recoupe sur plein de champs en termes de maladies chroniques, même s'il y a un certain nombre de personnes qui guérissent du Covid long. Mais c'est tout un ajustement du quotidien à faire. C'est trouver son équilibre. Il y a aussi beaucoup d'errance médicale au début pour beaucoup de personnes. Il y a toute la question de la reconnaissance dont tu parlais au début, notamment par exemple de l'AI. C'est des enjeux qui sont vraiment très très prégnants. Pendant un certain temps, on a dit que le Covid long c'était quelque chose d'uniquement d'ordre psychologique. Donc il y a fallu aussi essayer de faire comprendre qu'en fait non, c'est pas quelque chose de psychologique. Donc vraiment disons que cette nouvelle maladie quelque part en tout cas nous a permis de nous positionner avec cette patientèle là. Mais elle s'insère en fait vraiment dans le champ des maladies chroniques au niveau de ce qu'elle amène comme remaniement nécessaire dans la vie et les implications qu'elle a en fait qui sont très similaires aux autres maladies chroniques. C'est ça, c'est que les symptômes aussi sont hyper transversales avec les autres maladies chroniques comme l'épuisement, les troubles cognitifs, le brouillard cérébral. Ouais. Puis il y a le côté de l'invisibilité aussi en fait. Justement, tous ces symptômes qui sont brouillard mental, fatigue, etc. C'est souvent des symptômes qui sont minimisés par l'entourage ou par les professionnels du c'est dans ta tête, t'es juste stressé. Et c'est assez difficile aussi de se sentir reconnu là-dedans. Donc grâce entre guillemets au Covid long, on s'est aussi rendu compte que n'importe qui pouvait être touché par ces symptômes-là. Tout à fait, ouais. C'est assez nouveau. C'est très nouveau, en effet, ouais. J'aimerais beaucoup avoir votre vision sur la question du système de santé actuel. Est-ce que pour vous, il est adapté aux personnes malades chroniques ? Et j'aimerais bien avoir votre regard à vous deux. Donc on peut peut-être commencer avec toi, Tiffany. Oui, tout à fait, ouais. Je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure où tu parlais des médecines complémentaires. C'est quelque chose qu'on voit avec les personnes qui souffrent de Covid long, typiquement. Elles en ont marre de toutes ces prises en charge. On leur conseille tellement de choses, elles essayent tellement de choses qu'elles sont fatiguées de toutes ces prises en charge. Je vois que tu acquiesces aussi. Complètement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans beaucoup de maladies chroniques, c'est que finalement, on démultiplie les prises en charge. Alors c'est peut-être paradoxal par rapport à ce que nous on propose, j'en suis totalement consciente. Mais c'est vrai que c'est à se poser la question de à quel point est-ce que chacun à nouveau est spécialisé dans son domaine, à quel point est-ce que chacun regarde dans son petit coin, et c'est ce que nous on aimerait déconstruire, c'est finalement vraiment prendre tout ce qui se passe à nouveau grâce à ce modèle biopsychosocial qui permet de tout prendre en considération et non pas se focaliser sur un aspect. Donc ça, je pense, c'est un point aussi important où finalement, comme tu dis, ça a des enjeux aussi économiques importants. De démultiplier les consultations, on va voir le kiné, on va voir le physio, on va voir le médecin, on va voir un autre spécialiste, on va voir un psychologue, on va voir... Voilà, il y a toute une palette un peu de consultations qu'on peut faire et qui surcharge aussi la personne, qui est probablement déjà surchargée par ses propres symptômes et sa propre gestion de vie au quotidien. Donc ça, je pense, c'est un point important.
Il y a aussi un enjeu, je trouve, à comment est-ce qu'on navigue en fait les différents professionnels qui existent. Enfin, même juste le fait de décider d'aller voir un psy, c'est pas évident de trouver le bon psy. Du coup, je prends quelle approche, qu'est-ce qui me correspond. Après, il faut avoir le feeling, il faut faire toute la démarche. Des fois, il y a un temps d'attente. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment beaucoup d'étapes. Des fois, il y a des obstacles. Après, je veux le remboursement. Enfin, c'est pas simple de s'y retrouver non plus. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place petit à petit dans le projet, c'est de pouvoir aussi rassembler les ressources pour chaque maladie chronique. Alors bien sûr, on peut pas être exhaustif, mais en fait de pouvoir aussi donner un petit peu un petit toolkit un peu, ce serait vraiment super de dire bah voilà, en fait vous vous situez plutôt là, il y a toutes ces ressources que vous pouvez contacter parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de ressources même dans le niveau associatif par exemple. Enfin, il y a plein de milieux aussi qui se sont mobilisés, qui ont créé des synergies pour accompagner les personnes. Et l'idée c'est aussi de pouvoir comment est-ce qu'on peut mettre mieux en fait en commun, comme dit Tiffany, il y a beaucoup de silos. Et puis comment est-ce qu'on peut créer aussi un peu plus une unité et un réseau et faciliter aussi le parcours des personnes, parce que pas que ce soit à chaque fois que je veux faire une nouvelle démarche qu'en fait ça me prend 4 semaines pour juste trouver le nom de la personne qu'il me faut, pour vérifier si c'est remboursé, pour trouver, enfin ça c'est vraiment aussi très énergivore. Et vraiment spécifiquement par rapport aux maladies chroniques, est-ce que vous avez la sensation que la médecine et le système de santé actuel, il est vraiment adapté à ça, ou est-ce qu'il est peut-être plus adapté à ce qui est aigu, ou voilà? C'est une bonne question, mais je pense que, à nouveau, étant donné que, je pense qu'on le voit aussi beaucoup avec le Covid long, étant donné que c'est une maladie qui est peu reconnue, les professionnels de la santé, de façon générale, que ce soit médecins, psychologues, physio, ne sont pas au courant de toutes les maladies et de tout ce qui se passe. Typiquement, Covid long, on le voit, les gens ne le connaissent pas les symptômes, ne savent pas comment prendre en charge. Il y a, comme tu dis, beaucoup de symptômes cognitifs, tout un brouillard mental, des difficultés au niveau visuel et qui ne sont pas du tout prises en compte aussi dans le système de santé. Donc, est-ce qu'un jour on pourra réussir à avoir des lieux adaptés pour les personnes malades chroniques qui s'appliquent à toutes les maladies chroniques? Je suis pas sûre. Mais par contre, peut-être de sensibiliser tout le système de santé de façon très large à ces différents types de maladies, je pense que c'est important. À nouveau, en mettant bien en lumière aussi l'impact psychologique que ça peut avoir, je pense que c'est important. À nouveau pour éviter cette stigmatisation autour des facteurs psychologiques. Moi, j'arrive sur mes 2 dernières questions. Je ne sais pas si vous aviez envie de rajouter quelque chose avant ça. Oui, peut-être un point que je me disais avant aussi. C'est vrai c'est quelque chose auquel on est souvent confronté. C'est bien distinguer le fait que nous ne sommes pas des psychothérapeutes. On est des psychologues. Les psychothérapeutes ont une formation de 5 ans en plus, en tout cas en Suisse, c'est comme ça que ça se passe, qui fait que les psychothérapeutes sont remboursés par l'assurance, disons, de base, ce qui n'est pas notre cas. Vraiment important de distinguer ces deux professions parce on a bien évidemment des outils qui sont communs, mais nous, dans ce projet-là, c'est vraiment une visée courte. On parlait avant d'outils, nous, le but, c'est vraiment de pouvoir rendre la personne autonome sur ce qu'elle fait. On va pas forcément retracer toute la vie de la personne, mais vraiment, comme le disait Chloé, c'est OK, avec quoi est-ce que tu arrives aujourd'hui? Qu'est-ce que moi je peux te donner aujourd'hui pour la vie au quotidien? Faire les courses, faire ta cuisine, t'occuper de tes enfants, t'occuper de ta maison. Qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour améliorer tes symptômes et ton bien-être là maintenant tout de suite? Donc ça, je pense, c'est vraiment important à nouveau qu'on puisse le redire, c'est que le projet et l'accompagnement individuel qu'on propose à travers ce projet, c'est vraiment bref. L'idée, c'est pas qu'on suive les personnes sur 3 ans. Aussi dans une visée économique, on sait bien que les personnes qui sont touchées par une maladie chronique peuvent être confrontées aussi à beaucoup de difficultés financières, et c'est aussi avec cet enjeu-là qu'on aimerait agir. Il y a juste aussi un point auquel je pense. On a parlé un petit peu des outils qu'on peut amener. Nous, on remarque aussi à quel point c'est juste important pour les personnes d'avoir un lieu où déposer. Et puis, souvent, ça fait aussi partie du processus pour pouvoir intégrer la maladie, de pouvoir se raconter soi-même, de pouvoir raconter son histoire. En fait, j'ai ça, il s'est passé ça. On a peu ce lieu, en fait, dans les autres lieux de consultation avec des professionnels. On est plus axé sur le somatique ou des choses très spécifiques. Et puis de pouvoir avoir un lieu où on peut juste prendre un temps de recul, déposer face à quelqu'un qui peut nous entendre, valider notre vécu. Ça aussi, c'est pas un outil en tant que tel, mais c'est aussi beaucoup. Mais même en dehors des professionnels, quelque part, on a peu d'espace, même dans un entourage qui est très bienveillant. Quand on nous demande comment ça va, si on dit la vérité, l'autre personne en général nous dit ou peut-être nous le dit pas concrètement à nous, mais derrière elle a c'est un peu pathologique là. Elle m'a raconté toute sa vie et l'horreur qu'elle traverse en ce moment. Mais en même temps, si on répond concrètement à ce qui se passe à l'intérieur, ça peut être vraiment
d'une logorée de ce qui se passe, quoi. Et donc, il y a aussi quelque chose qui est sous-entendu quand on demande comment ça va, c'est de pas vraiment nous dire comment ça va. Ouais. Puis c'est aussi l'intérêt qu'on a à développer des groupes. On voit aussi que on peut avoir des choses différentes qui se passent dans l'individuel et dans le groupe. Le groupe, il y a moins l'espace pour chacun. Mais par contre, c'est aussi très intéressant ce qui se passe dans les groupes, juste pour se sentir moins seul, pour se sentir entendu, pour se sentir faire partie d'une communauté. Souvent, la maladie, elle crée une forme de rupture et en fait, on se sent désappartenir au monde auquel on appartenait. Donc, c'est pouvoir recréer aussi un sentiment de communauté ou en tout cas du lien social avec des personnes qui vivent des choses similaires à nous. Et ça, c'est un autre dispositif qui est aussi très intéressant et pour les personnes concernées. C'est vrai que le sentiment de solitude, il est immense et d'autant plus avec ces maladies qui sont invisibles parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est absolument seul à le vivre vu qu'on ne le voit pas non plus chez les autres, même si on est quasi 40% de la population adulte à vivre avec une maladie chronique, en tout cas en Suisse et en France. Et du coup, il y a cet aspect de, en fait, je suis complètement seule à mon âge à vivre ça, mais en fait, on est énormément. Ouais, c'est aussi la possibilité de pouvoir se mettre ensemble, en fait, tout simplement. Enfin, on sait que être seul dans son combat, c'est dur. Et puis les proches, même s'ils veulent être là, en fait, c'est pas la même chose que de partager avec quelqu'un qui a le même vécu ou un vécu similaire. On se sent pas entendu de la même manière. Et ça, c'est aussi essentiel. Tout à fait. Du coup, si on a envie de prendre contact avec vous, prendre rendez-vous, parce que ça nous intéresse justement d'avoir un suivi plus sur le plan psychologique et émotionnel quand on tombe malade, ou même si ça fait longtemps qu'on l'est, comment on fait pour vous contacter ? Alors, on a un site internet, psychosanté.ch. Et puis là, il y a un formulaire de contact. Depuis là, il y a aussi toutes nos informations de contact pour nous téléphoner aussi. Donc, tout est sur le site. Et vous consultez où ça ? À Lausanne. Mais on a aussi la possibilité de faire en visio. Le visio, c'est intéressant parce que ça permet aux personnes, selon leurs symptômes, peut-être qu'elles peuvent pas se déplacer, ou c'est trop compliqué on a aussi adapté en fait le temps des consultations pour les personnes par exemple Covid long où l'attention elle est vraiment réduite ou le temps de concentration. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir offrir un modèle qui soit flexible par rapport aux besoins des personnes. Et enfin, quel est le super pouvoir des psychologues qui accompagnent les personnes qui vivent avec des maladies chroniques ? Super pouvoir. Je pense que c'est un peu le mot-clé pour tout, enfin, de notre profession, c'est la bienveillance et l'écoute, tout simplement. Comme l'a dit Chloé avant, finalement, les consultations psy, et peut-être pour celles et ceux qui l'ont déjà vécu, c'est déposé, c'est un espace où on est là, quelqu'un qui a un regard externe, qui a un regard bienveillant, et qui a peut-être, alors on n'a pas de baguette magique, malheureusement, je suis désolée de te le dire, mais par contre, c'est vraiment... Voilà, un espace, un lieu où on est là, on peut discuter. Et je pense que c'est important aussi de noter que c'est un espace pour soi. Typiquement, quand on fait une activité pour soi, on n'en fait pas beaucoup, des activités uniquement pour soi. Cuisiner, on cuisine souvent pour d'autres personnes. Il y a d'autres facteurs externes qui viennent nous déranger. Le suivi psy, l'accompagnement psy, c'est en fait un seul moment où toutes les caméras sont sur nous. On prend un moment juste pour nous, pour souffler, pour lâcher tout ce qu'on a et pouvoir vraiment ouvrir un peu toutes les portes et puis essayer de trouver des solutions. À nous, je pense que c'est important de le dire encore que on n'a pas nous les solutions. Les solutions, c'est les personnes qui les ont. Nous, on va simplement aider à trouver les clés dans les personnes. Les personnes ont directement les ressources. On a toutes et tous des ressources qui sont différentes, qui nous appartiennent. Et nous, on va simplement aider à trouver le chemin vers ces ressources. Donc on n'a pas de potion magique, malheureusement, ni de baguette magique. On avait un prof, on en parlait hier soir justement, qui disait notre super pouvoir, peut-être, c'est des mots très psy, c'était accentuer le traitement interne. Mais en gros, c'est pouvoir, j'aime bien l'idée de la caméra, ou mettre la lumière sur en fait ce qui se passe à l'intérieur et pouvoir un peu décortiquer. Puis voir qu'en fait, si je prends cette porte-là, il peut se passer ça. Si je prends cette porte-là, il peut se passer ça. Mais en fait, quand je suis pris dans mon quotidien ou dans tout ce qui se passe, j'arrive pas forcément à voir ces portes. Et puis c'est pouvoir mettre un nouveau champ de lumière en fait sur ça. J'aime bien l'idée aussi de déposer un peu, moi j'aime bien l'image du contenant. Comme si on offrait un petit peu un truc, puis tu peux poser là, puis on regarde ensemble qu'est-ce qui se passe. Et C'est cette question de dézoomer aussi, comme tu disais. Au final, on est pris dans le quotidien et c'est comment on recule un peu ou on fait un pas de côté et on se voit aussi différemment et puis on peut s'accompagner soi-même aussi différemment, avec cet aspect plus bienveillant, comme aussi aurait un proche ou un ami à qui on tendrait cette main-là, quoi.
Merci beaucoup pour cet échange, ce premier échange filmé dans le podcast Les Invisibles. Merci d'avoir relevé ce challenge avec moi. Merci à toi. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.